Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h pour l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques. Côté livre, l'immense Philippe Cadic et une adaptation en série très réussie de son livre culte, L'homme du haut château. La séance ciné, retour sur le nouveau film de Paul Vecchiali et un film à sketch très ambitieux également signé Eric Coup. La découverte du soir est musicale, duo électrico-pop ou électro-pop en vous temps. From Island. Et pour m'accompagner ce soir, mes esprits critiques, Marie-Ange Philippe. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Philippe. Marcel Petriccioli. Bonsoir mon cher Marcel. Xavier Affre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Xavier. Et Audrey Tordel. Salut Philippe. ma chère Audrey. On va commencer, comme chaque vendredi, par la littérature. Quoique là, on va un petit peu glisser, hein, côté série télé. Vous avez choisi d'évoquer The Man in the High Castle de l'immense, mais immense Philippe Cadic. Philippe Cadic, peut-être le livre le plus connu de Philippe Cadic, Le Maître du Haut Château. Alors figurez-vous qu'en 1947, ce n'est pas les Alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais les forces de l'Axe. Le livre commence comme ça, on se retrouve 20 ans après, on est dans les années 60. Bien sûr, l'Allemagne et le Japon sont partagés le monde, et notamment les États-Unis, à l'est, l'Allemagne, à l'ouest, le Japon, au milieu, une zone neutre, bien sûr, sous contrôle. Et on va suivre le destin de 6 personnes qui vont plus ou moins se croiser. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est 2 livres, justement. Il y a un livre qui s'appelle le Yin King. En fait, c'est une espèce de guide spirituel japonais. Donc, tout ce qui est sous contrôle japonais se base sur ce livre pour pratiquement toutes les choses de la vie. Et puis, il y a un autre livre qui est important, un livre dans le livre. Ah, C'est un livre qui s'appelle Le poids de la sauterelle. C'est une référence biblique qui est écrite par un homme que personne ne connaît, qu'on appelle le maître du haut château, Génial. qui est interdit parce que ce livre, tout simplement, raconte une vérité alternative où les Alliés auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est du Cadic, c'est un jeu de miroir, c'est un jeu où on cherche la vérité, c'est un jeu où chacun cherche son rôle, sa place. Il y a, voilà, on dit que pour Cadic, il faut le lire sous influence de certaines substances, parce que lui écrivait sous cette influence. Voilà, c'est fabuleux. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est un très, très grand livre. Et surtout, l'idée d'avoir fait une uchronie dans l'Uchronie est excellente. Et on le retrouve. Et on le retrouve. Ridley Scott a eu l'idée de l'adapter. Gloire à toi, cher Ridley Scott. Donc, c'est le même titre, ça s'appelle The Man in the High Castle. Sur Amazon, hein. Sur Amazon, de le dire, tout à sur fait. Amazon. Et j'ai juste cité les acteurs, les 4 acteurs principaux. Il y a Rupert Evans, il y a Alexa Davalos, qui est franco-américaine. Il y a Tagawa, On la voit, l'image, elle est sublime. grand acteur japonais. Et il y a l'immense Rufus Sewell. Alors, adaptation fidèle, vraiment, au bouquin. La réalisation est tout simplement magistrale. Alors, le rythme, je vous l'ai dit, le rythme est lent. Et pourtant, il y a un suspense dans cette série absolument remarquable. La lumière, la photographie sont hyper travaillées. L'ambiance est glauque quand on est au Japon. Elle est presque froide et clinique quand on est du côté allemand. On est pris vraiment par cette ambiance. Et l'adaptation, le travail de l'écriture qu'ont fait les auteurs, c'est remarquable. C'est dense et c'est pas confus et c'est très cohérent du début à la fin. Dans le livre, il s'agit d'ouvrages qu'ils doivent retrouver. Dans le film, ce sont des films. Ils ont eu l'excellente idée de remplacer le livre par des films. Sur le métadiscours, Ouais. le livre, le film et le film. C'est ça. Donc c'est la vraiment scène d'ouverture est très exceptionnelle, hein, mon cher. Les décors sont époustouflants. Quand on voit l'Allemagne nazie aux États-Unis, les décors sont merveilleux. Et les acteurs, il faut parler des acteurs qui sont vraiment tous exceptionnels. Tous. Et c'est un film, c'est une série qui va plaire à la vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les regards. Il y a pendant 2-3 minutes, il n'y a aucun dialogue. Tout se passe dans les regards. Enfin, j'aime bien les séries où il y a des dialogues aussi, quand même. Hein. On croit que je n'aime pas que le muet. Non, mais là où Marcel a raison, c'est que la série, outre le fait que ce soit une adaptation très réussie du livre de Philippe Cadic, qui a été réputé pendant très longtemps inadaptable, pendant très longtemps, là, ce qui est extraordinaire, c'est ce côté lent de la série, on a utilisé ce terme la semaine dernière, contemplatif, souvent on l'a dit, c'est le cas également là, avec une scène d'ouverture
magistrale. Moi, je trouve ce qui est... Parlez-moi de cette scène d'ouverture. Ce qui est assez fort, d'une manière générale, ce qui est assez fort vraiment, c'est le passionné d'histoire que je suis peut être intéressé évidemment par cet aspect-là de la chose. C'est assez intéressant de savoir. Et puis je trouve que le format série va bien à l'adaptation de Philippe Cadic. Et je trouve qu'aujourd'hui, de manière générale, on l'a déjà dit ici, même à la radio, les séries osent ce que parfois le cinéma n'ose plus ou ne peut plus, parce que c'est vrai que des fois, adapter Philippe Cadic, il faudrait faire un film de 5 heures et c'est difficile. Là, le temps de la série, le temps long, justement, est un effet excessivement bénéfique. Ils ont rajouté par rapport au film des scènes qui ne sont pas, par rapport au livre, des scènes qui ne sont pas dans le livre pour faire la série. Mais c'est quand même très fidèle. Les personnages sont exactement les mêmes que dans le livre. Certains ont plus ou moins d'importance par rapport au livre, mais à la limite, c'est pas grave. Et surtout, ils ont gardé vraiment ce qui faisait le sel, le moteur du livre, c'est justement cette forme, ces variations multiples de la réalité. C'est pas une réalité, c'est plusieurs réalités. Et ça, on le sent bien aussi dans la série. Alors, à l'heure de la post-vérité des fake news, ma chère Marie-Ange, est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. Je vais être un peu plus mesurée parce que, on est d'accord, l'atmosphère très lente. Ma chère Audrey. je lui laisse volontiers la parole. C'est ça. Très bien. Non, l'atmosphère très lente laisse monter l'angoisse. Ça laisse place aussi à une réflexion qui bouge sans cesse. On n'a pas un regard totalement figé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les Allemands ne sont pas caricaturés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grands blancs qui crient fort avec des yeux exorbités. Ce sont des gens ordinaires et c'est ça qui est gênant. Après, je pense, j'ai un peu peur pour la saison 2. J'ai un peu peur que le suspense soit... Elle est excellentissime, la saison 2. Nous l'avons vu en avant-première hollywoodienne avec Marcel. C'est encore meilleur. J'ai eu un peu peur qu'il y ait trop d'effets de cliffhanger, comme on dit, de suspense, qu'il y ait trop de... Je sais pas, de trash en fait, parce que c'est ça aussi, la série. Vous avez raison, c'est vrai, on aurait pu attendre ça, mais il y a un contre-pied. D'accord, mais total. Je suis ravie. Enfin, je craignais que ça tombe un peu dans l'excès. Voilà. Moi j'ai peur que ça s'essouffle en fait, justement. Donc c'est un peu ma crainte. En plus, moi je me lasse très vite. Vue, il n'y aura que 3 saisons. Normalement, il n'y aura que 3 saisons. Mais de combien d'épisodes? 12 épisodes. Donc ça, non. Franchement. Non, et puis on a vu la seconde saison avec Marcel et je peux vous dire que ça s'essouffle pas, c'est rythmé, c'est surtout, ça va vers une direction très intéressante. Je suis ravie. Je troquerai les feux de l'amour contre ça. Alors cette scène d'ouverture, mon cher. Je ne me rappelle plus, il faut être honnête. Non, de toute façon, c'est difficile, on peut cibler la scène d'ouverture si vous voulez, mais moi ce qui me plaît bien, là je le répète encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment ce temps long. Je trouve que... je parle sous le contrôle de Marcel, qui est plus expert que moi dans ce domaine-là, science-fiction. Les adaptations de Cadic au cinéma sont tantôt réussies, c'est vrai, il faut le dire, tantôt quand même pas forcément très réussies. Et là, je trouve que ce temps long, cette réflexion, parce que c'est ça aussi, quand on lit un livre de Philippe Cadic, on le lit pas en 3 minutes, moi je trouve qu'il faut du temps, j'en avale des choses, on réfléchit, c'est prenant, mais en même temps on réfléchit. C'est le point fort de cette série. C'est que j'ai une vraie réflexion là aussi. Parlez-nous, on a un petit peu évoqué les comédiens, mais il y en a un qui vampirise totalement l'écran, c'est le général nazi américain. Alors lui, il est tout simplement exceptionnel. Avec des yeux bleus acier qui transpercent, il est joli. Il y a une scène où il parle à son fils et il le regarde pendant 20 secondes. C'est 20 secondes, c'est la saison 2. Il ne dit rien, mais dans ce regard, tout est dit. Tout est dit. Non, et puis c'est un vrai... Et Evans aussi, Rupert Evans, qui est fabuleux. Et justement, dans la saison 2, dans la saison 1, il est un peu fade, et dans la saison 2, il change complètement, même son... Voilà, ils sont tous... Vraiment, je sais pas, je suis tombé... C'est presque un cours chef-d'œuvre télévisuel, carrément. De sciences politiques. Oui. Parce que là où c'est très intéressant, l'adaptation est très intéressante, c'est qu'ils appliquent véritablement le projet nazi sur toutes les sphères de la société, culture, éducation, santé, des passages sur la santé terribles, santé,
ce que cela aurait Et puis on voit que la société donné finit si par l'Allemagne s'adapter nazie quand avait même. gagné. Tout à fait. Et c'est ça qui est gênant, parce que quand je parlais d'outrage, c'était ça, les scènes où on devine qu'il y a des vieux malades brûlés et tout, et puis au final la vie continue. Et c'est gênant, c'est glaçant, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la série. On voit ce que font les Allemands en Afrique, ce qu'ils vont faire en Méditerranée. Et puis ce qui est intéressant dans la série, c'est vraiment les deux côtés. Il y a le côté allemand aux États-Unis et le côté japonais, qui sont à la limite, je ne dirais pas plus intégrés, mais qui s'intéressent à la culture américaine. Les Allemands, pas du tout. Alors que les Japonais, oui. On voit vraiment aussi la différence entre les deux. Et là aussi, il va y avoir un jeu politique entre les deux puissances. Un jeu géopolitique, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'ils vont finir par se mettre dessus? C'est aussi une partie de l'intrigue. Et indirectement, même si j'aime bien revenir chaque fois à la politique, malheureusement, dans certains pays, je me dis que, Philippe Cadic a peut-être écrit sous acide ou je sais pas, mais ça l'a inspiré, en tout il a cas, imaginé des choses qui sont en train peut-être de se résonne produire dans aujourd'hui, certains pays, y compris près de chez nous en Europe, quand même. Donc, ça fait un peu peur quand même. The Man in the White Castle et l'adaptation en série sur Amazon et évidemment le livre de Philippe Cadic, très fortement recommandé malgré des toutes petites réserves que nous avons levées avec Marcel parce que nous avons vu la saison 2 de la part de Marie-Ange et de Audrey. Très vite, Philippe. Je suis vivant, vous êtes mort. D'Emmanuel Carrère. Biographie de Cadic, c'est exceptionnel. Vraiment, Carrère, c'est un grand écrivain. Et là, si on veut comprendre tout Cadic, c'est sorti en poche. Il faut absolument lire. Je suis vivant, vous êtes mort, tiré d'un bouquin ubique de Cadic. Passons au cinéma. Et là, très chers téléspectateurs, je peux vous dire que les avis vont être terriblement tranchés. En tout cas, qu'une personne sur ce plateau va se retrouver en minorité. C'est plutôt facile de savoir, oui. Je ne sais pas pourquoi c'est avec un certain plaisir. De qui il s'agit? La minorité, c'est toujours plus intéressant d'être la majorité. Je suis d'accord avec vous. Évidemment. C'est à moi? Oui. Alors, le film s'appelle Le Cancre de Paul Vecchiali, cinéaste de la Nouvelle Vague, on l'oublie un peu, c'est-à-dire ça doit être un des derniers avec Godard, mais Godard, la Nouvelle Vague, la vague lui est passée par-dessus, je ne sais plus où est Godard, ça fait très longtemps. Donc, Paul Vecchiali a sorti un film qui était présenté l'année dernière au Festival de Cannes, donc en sélection officielle mais hors compétition. Et puis le film sort en DVD, ou est en DVD depuis quelques semaines maintenant. Alors dans ce film, quand on voit le casting, on est un peu étonné, parce que quand on regarde, Paul Vecchiali joue dedans, Pascal Serveau, Catherine Deneuve, on se dit quand même ça commence à faire déjà du monde intéressant. Annie Cordy, on s'interroge. Mathieu Amalric, Françoise Lebrun, Françoise Arnault, Edith Scope, c'est la fine fleur finalement du cinéma français ou d'un certain cinéma français. Passé, mais elle tourne encore, donc certaines tournent encore. Et c'est l'histoire il y a plusieurs choses dans ce film. Donc c'est d'abord la relation entre un fils qui cherche un peu sa voie et son père, et puis le père qui lui a une obsession, puisque sa vie a toujours compté plein de femmes, il a toujours eu plein de femmes autour de lui, et il se remémore un peu son passé avec ces femmes comme ça, et les souvenirs, il les rencontre à nouveau, et il a une obsession, c'est retrouver son premier amour, c'est une noble obsession, qui s'appelle Marguerite. Et normalement, il est censé le retrouver peut-être à la fin du film, c'est pas sûr. Et voilà, alors ce film, avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de laisser la parole à mes camarades qui vont sans doute être très vexants et très méchants, pour que je puisse affûter ma réponse. Marcel. Vexant et méchant, de suite. Des a priori. Non, mais tu as dit qu'il y a deux films dans un film. Donc cette relation père-fils, que moi j'ai plutôt appréciée. Je trouve qu'il y a des moments assez marrant, carrément, j'ai aimé. Et puis après, il y a le deuxième film, cette recherche, cet amour perdu, où là, carrément, je me suis ennuyé, mais au possible, quoi. C'est lent, c'est poussif, ça n'arrête pas de parler. Tu parlais de la Nouvelle Vague, oui, c'est démodé. Ce côté-là du film est démodé. Oui, je suis d'accord. On passe complètement à côté. Et puis le vieux monsieur, il faut qu'il arrête de faire l'acteur, quoi. Il n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, mitigé. Alors plus que mitigé, dans ce que vous voulez dire. Juste sur quelque chose. Moi, j'ai pleuré du sang. Non, vraiment blague à part. J'ai un profond respect pour Paul Vecchiali parce que, pour situer, comme tu l'as dit, voilà, il a travaillé avec Jacques Demy, il a collaboré au Cahier du cinéma, il a fait sa société de production, il a autoproduit ses films. Donc, sur le principe, l'intention est louable et vraiment, il faut des gens comme ça. Après, l'objet en lui-même, même si je loue l'intention, je cautionne pas forcément l'intention. Et le film, c'est vrai que je partage ton avis, Marcel, je me suis profondément ennuyée. J'avais le sentiment de voir du Éric Rohmer version AB Productions. Je suis volontairement... Vous êtes toute dure, tout le monde. Je suis volontairement
Non, mais voilà, c'est vrai, ça traduit vraiment l'ennui que j'ai eu en regardant ce film. La scène du début, justement, quand il y a un braquage, peut-être que Marie-Ange va nous en parler. Enfin, je suis restée complètement dubitative. Je me suis dit, mais c'est quand même pas très bien joué sur le coup, alors que finalement, l'acteur Pascal Chervaux, je crois qu'il s'appelle, il est très très bon. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a laissé un petit peu pantois. Et moi, Catherine Deneuve, contrairement à ce que tu disais, Xavier, je ne l'ai pas du tout trouvée au top. Elle était un peu blafarde. Donc non, bah, du coup, moi, je suis passée complètement à côté. Je suis désolée. Voilà. J'espère bien. Parce qu'avec Xavier, nous avons aimé le film de Paul Vecchiali. Alors, Marie-Ange... Ah là, là-dedans va être dur, je sens. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande à Philippe Raffael, notre réalisateur, de préparer les fameuses 40 secondes. Ces 40 secondes pour convaincre le téléspectateur de Pendant le 20h d'aller découvrir, ou pas, le film de Paul Vecchiali. C'est avec vous, Marie-Ange, 40 secondes. Pour convaincre ou pas ? Non, pas du tout. Je suis un peu peinée de dire de mal de ce film parce que je vois où il va en venir, ce vieil acteur, le poids de la vieillesse. Je l'ai trouvé touchant. Je suis peinée d'en dire du mal, mais c'est pas possible. La réalisation est horrible. Enfin, du générique, vieillot, ringard, angoissant, de la première scène. J'avais l'impression de regarder, vous savez, Sous le soleil, où il y a toujours des... Mais ça m'a rappelé ça. Genre sur le bord de la mer, avec des acteurs qui ne savent pas jouer. On avait l'impression, limite, qu'il y allait avoir le micro qui allait tomber tellement c'est mal réalisé. Catherine Deneuve, fantomatique, ridicule. Les acteurs mauvais, la réalisation horrible. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut regarder plus de 10 minutes de ce film. Je me suis forcée, je me suis fait violence. C'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, bon, c'est le sentiment. On va essayer de mettre de véritables arguments. C'est pas pour... mais de véritables arguments de cinéphiles ou de cinéphages. Xavier. S'il vous plaît, mon cher Xavier, défendez avec cœur, avec tripe ce film. On n'a pas le même avis, on n'a pas les bons arguments. Tout à fait. Pas très bien. C'est moi qui décide. C'est très soviétique quand même. On va essayer. Bon, j'entends bien ce que dit Marie-Ange. Évidemment, c'est un film bilan. C'est le bilan de la vie d'un homme. Tous les aspects qu'elle a donné Marie-Ange sont justes, mais sont ou volontaires ou voulu. C'est volontaire de faire un mauvais film. Vecchiali c'est un cinéaste artisanal qui ne monte pas ses films, qui ne prend pas de temps pour les tourner, qui se fout du système alors complètement, donc ça l'intéresse absolument pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est saisir quelque chose. Et le côté sitcom, à la rigueur, c'est volontaire, il s'en amuse. Et on est dans un ailleurs, c'est ça qu'il faut regarder. Ouais. Moi, j'ai été touché par ce personnage qui fait une quête qui est très belle. La relation entre le père et le fils est très intéressante. Il y a plein de choses dans ce film. Je trouve que c'est une richesse incroyable. Et ça a toujours été comme ça. C'est son cinéma. Hein. On ne le fera pas changer d'avis. Bon, je dépasse, mais il y a quelques scènes qu'on peut couper. Qu'on pourrait couper, bien sûr. Mais il ne veut pas. Parce qu'en fait, en gros, je ne peux pas le dire ici en anglais, je le dirais vulgairement, mais le système, il n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Ces films sont à côté. Et d'ailleurs, les gens comme Catherine Deneuve, etc., viennent participer à ce film, j'imagine, pour peu de choses, voire rien, en amitié absolue. Mais non. À part de Catherine Deneuve, ça m'étonnerait un peu. Mais bon, et Deneuve, justement, le peu de temps qu'elle apparaît, moi, je la trouve bouleversante. Elle amène la mélancolie, cette espèce d'amour perdu. Moi, j'ai été énormément touché. Le départ m'avait fait peur. Mais en s'y imprégnant, alors je peux comprendre par contre qu'on reste à côté, etc. Mais bon, la différence avec Sous le soleil, c'est que c'est putassier et que c'est dans un système que lui refuse. C'est tourné avec beaucoup de moyens, lui, il n'en a aucun. Il tourne chez lui avec une caméra. Voilà. Donc c'est à l'opposé absolu. C'est-à-dire c'est loin d'être putassier. Quoi. Et puis moi je trouve qu'il y a de la pudeur également dans ce film. Je trouve qu'il y a de la pudeur. Je trouve qu'il y a une certaine forme de distance, non pas avec le spectateur, et puis du grotesque, mais y compris dans les rapports sociaux. Et je trouve que les rapports entre le père-fils sont d'une justesse, d'une beauté absolue. Non mais sérieusement, je pense que nous n'avons pas vu le même film, les chers. André a raison sur la scène du cambriolage, par exemple. Non, c'est des scènes sans doute inutiles, mais il s'amuse à faire venir des gens qu'il aime bien. Alors c'est comme ça. Après tout, c'est son film, il fait ce qu'il veut, il produit, il monte. Il monte tout. Mais le côté self-made man, voilà, on travaille dans notre maison, dans la maison justement de Paul Vecchiali. Ça c'est très bien. Toujours. Il y a un côté John Cassavetes du coup qui me plaît beaucoup. Mais au-delà de ça. J'ai pas du tout accroché au rythme, ça, je peux comprendre. Voilà, au rythme, à l'histoire, même si effectivement la relation père-fils, ça c'est vrai que ça c'était plutôt touchant. Et même l'acteur est touchant, mais je trouve qu'il s'écoute parler.
Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, parle beaucoup. c'est un personnage terriblement, je veux dire pas antipathique, mais moi je me suis disputé plusieurs fois avec lui sur un certain réseau social parce qu'on discutait de films, on n'a pas du tout les mêmes avis, mais il est très tranché. Et ce qui me plaît bien, c'est qu'en fait, il ressemble à peu de choses qu'on voit dans le cinéma français où tous ces gentils acteurs et comédiens viennent nous dire qu'ils s'adorent les uns les autres et qu'ils sont prêts à se faire des croche-pattes quand ils vont récupérer les Césars. Donc je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Et lui, au moins, il est pas le sexisé. système, il s'en fout et il le dit. Et moi, de ces films, il y a un petit côté presque anarchique, il fait comme il veut, il s'en fout. Et voilà. Bon, moi, Le Cancre de Paul Vecchiali en DVD depuis le 7 février. C'est le choix de Xavier Habre, je le partage. Et vous l'avez compris, Marcel, Marie-Ange et Audrey ne sont pas de notre avis. Alors on va continuer avec le cinéma et Hôtel Singapura, un film à sketch très ambitieux, très ambitieux, signé Eric Koo. Et comme c'est un Singapour, et comme c'est un réalisateur dont j'avais vu certains films avant, notamment My Magic. Alors ça va vous faire sourire, c'était l'histoire d'un fakir et de son fils, mais c'était étonnant, vraiment très bien. Et celui-là, je l'attendais aussi avec impatience. Donc la sortie DVD vient compléter le manque de programmation parfois dans certaines salles. Et du coup, j'aimerais qu'on en voit quelques images parce que c'est très visuel. Et après, on pourra en parler un peu. 女人嘅陰部就係一個鎖匙窿。你哋以為權力喺鎖匙度？錯，權力喺把鎖度，夾斷你條鎖匙都仲得。女人最厲害嘅喺呢度，私處威力。好笑咩？佢可以幫你將啲男人帶上天堂，又或者鎖佢哋落地獄。 Jubilatoire, je suis d'accord. Oui, et puis c'est difficile. Alors, je vais essayer, mais c'est difficile à raconter. En fait, c'est à plusieurs époques, dans une même chambre, dans un même hôtel, avec une femme de chambre, en fait, qui sert de fil conducteur, pas qu'elle, une espèce de fantôme dont on ne dévoilera pas trop non plus, qui sert de fil conducteur à chacune des histoires. Et dans chacune des histoires, c'est des histoires d'amour. C'est triste, en fait. C'est un film que, alors, on a l'impression de voir quelque chose d'enjoué. C'est un peu drôle, mais c'est quand même, moi je trouve beaucoup de mélancolie dans ce film où on ressort de l'hôtel Singapour en disant c'est l'histoire des amours perdus, les rencontres un peu oubliées, les amours oubliés, les amours contrariés. Et là où vous parlez d'ambition, ce qui est très fort, c'est que à chaque époque, le style est différent, bien sûr, et le réalisateur veut montrer l'histoire de Singapour. Les interdits, les tabous, donc, parce que voilà, on parle de transsexualité, on parle de sexualité, En fait, on c'est parle de drogue. une histoire sexuelle. Marcel. Ouais. Je vais dire impudique, culotté, délirant, drôle, mélancolique, jamais vulgaire, osé, voilà. C'est tout ça. Et malgré que ce soit un film à sketch, je trouve qu'il y a une certaine cohérence à chaque fois. Alors, c'est plus ou moins inégal. Il y a forcément, puisque tous les films à sketch. Mais il y a un fil Comme tout conducteur. se tient, ça ça se passe. tient. Non, franchement, j'ai passé un super moment. Hôtel Singapura de Eric Koo. Eric Koo. Et c'est disponible. Eric Koo, pas Enrico, hein. Eric Koo, c'est Eric Koo. La précision était importante. Oui, parce que bon, lui, il fait plus de films et puis il chante plus. Ou pas. Si, il chante encore. Ah oui, le oui. pauvre. Voilà. Donc, vous pouvez passer à... Bref, donc, Enrico. Ah, mais voilà. From Island, un premier EP et un clip entêtant. Je lis ce que m'a dit de dire Marianne. Ça va être très dur. Entêtant, tourné en Corse. Oui, tourné en Corse. Oui, tourné en Corse avec un groupe corse. Alors j'ai longuement hésité pour cette découverte entre vous parler de Stupéflip et de ça, entre des basses qui claquent et un duo qui fait voyager. Je consomme local même en musique, donc je me suis tournée vers From Island. Donc duo composé de Rosa Rocaseri et Marc Gore, qui sortent leur premier EP mini-album. Hein. Oui. Voilà. Sur le label tout aussi insulaire et bien nommé Sons of Beaches. Alors un EP qui s'intitule Four Steps et qui commence par un titre Black Hole dont le clip est sorti il y a quelques semaines et dont il a été salué par la critique. On va en voir quelques images. C'est un danseur étoile venu tout droit de l'Opéra Garnier qui danse sur une place déserte et ça donne des images, je trouve, assez poétiques. Alors, on va même le voir. Allez. Pas totalement, mais en partie, on en parle.
Donc voilà, le premier titre de l'album, Black Hole. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cet album? On a entendu, là, il y a la voix suave et profonde de Rosa, qui oscille entre un électro assez minimaliste, comme on peut l'entendre là, et des guitares très présentes, limite saturées. Et c'est ce que j'ai bien aimé, moi. On a un album, au final, tantôt aérien, très poétique, et tantôt très animal. Et je trouve que pour un premier album, c'est très bien fait, très bien mixé, très bien arrangé, très bien produit, très bien composé et très bien écrit. Et je pense qu'il faut écouter l'album vraiment du début à la fin. Il ne faut pas prendre les petites chansons comme ça parce que ça nous transporte dans un vrai univers. Et c'est un groupe assez original. On n'entend pas des musiques comme ça partout. Et je pense que ça pourrait faire de très bonnes musiques de film. Absolument. Audrey, est-ce qu'il vous a transporté ce groupe? Alors, très honnêtement, le premier titre, pas vraiment. Puis après, j'ai cherché et j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que par moments, alors la voix, elle est très jolie, hein, de Rosa. Ça fait penser un petit peu à Florence and the Machine. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ce côté un petit peu, comme tu dis, aérien, un petit peu profond. Donc, j'ai bien aimé. J'ai écouté un titre où il y a le mot little Oui. dedans. Donc, je me souviens plus du titre exact. Mais voilà, que j'ai beaucoup aimé. Oui, Parce que je trouvais que c'était voilà, très, très dansant. C'est pas forcément ce que j'écoute chez moi, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé et j'ai trouvé qu'effectivement c'était très 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 bien produit et donc je pense que je vais suivre ce duo. Marcel? Bah, il est un peu pareil, c'est pas mon univers. Tu sais, dès qu'il parle d'électro, moi je fuis. Mais je me suis fait prendre au jeu par le premier titre. Moi j'ai beaucoup aimé le premier titre, Black Hole. Il y en a d'autres que j'ai moins aimé parce qu'il y a trop d'électro. Mais c'est l'ensemble, je dirais, qui m'a assez plu. C'est l'univers. Alors, j'écouterai pas ça tous les jours, c'est sûr, mais il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut être très bien. J'ai bien aimé, comme tu dis aussi, les guitares qui arrivent derrière. On les entend arriver, puis ça sature. Donc, ce mélange, j'ai bien aimé. Après, un petit peu trop d'électro à mon goût. Voilà. Moi j'ai plusieurs mots, hein. Fascinant, planant, aérien. Et alors je trouve que le clip, alors je sais que peut-être tu vas en dire un mot, t'aimes pas trop le clip, je le trouve magnifique. Et là la danseur là, je trouve là il y a de la poésie. Hein. C'est quand même autre chose que l'espèce de morceau de danse dans Divine qui était censé être de la poésie. Là c'est poétique. Là il y a un danseur. Voilà. C'est des obsessions. Oui, des obsessions. C'est planant. Ça m'a fait penser par moments à des envolées à la Tangerine Dream à l'époque, très très planante. Et pour le coup, on parlait la semaine dernière de Minuit, et elle est graphiste elle aussi, comme la chanteuse de Minuit, et je trouve que ça se ressent dans ses pochettes, dans les photos qu'ils font pour leur groupe. C'est vraiment très très esthétique, et je pense que c'est un groupe qui va à suivre et qui va bien monter, j'espère. La production, on va dire, vous avez dit quelques mots, mais... Label insulaire, Sons le of label, Beaches voilà. Est-ce qu'on peut en dire Records. juste quelques mots rapidement? Oui, label porté par Arnaud Castel, donc qui est en fait qui réunit tous les artistes insulaires. On va dire un peu à contre-courant des musiques traditionnelles. Bon, là, on trouve de l'électro, du rock. Il y a voilà. Mais ils y sont. Non, AFDC and the Dirty Magpies, les Casablanca Drivers et From Island. Et puis il y en a d'autres plus petits groupes. Je pense qu'on va voir dans les prochains mois, au moins cet été. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour cette découverte. Merci à vous d'avoir débattu, d'avoir affûté vos arguments. Découvrez le film de Paul Vecchial. Aimez-le, oui, aimez-le, surtout aimez-le. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.